Bonjour à tous, je vais vous lire la deuxième partie de cet ouvrage de 1881 qui s'appelle Les sociétés secrètes et la société. Je vais vous mettre le visuel et l'auteur en image là tout de suite. Donc en 1861, le ministre de l'Intérieur, M. de Persigny, crut reconnaître dans la franc-maçonnerie une institution charitable et la compta parmi les associations de bienfaisance qui méritent toute la sympathie du gouvernement pour les bienfaits qu'elles répandent dans le pays. La maçonnerie a repoussé cette qualification qui, quelque bienveillante qu'elle fût pour elle, aurait pu donner une fausse idée du véritable esprit de l'ordre. Ses représentants écrivirent en ces termes au ministre pour rectifier ses idées. On écrit au ministre pour rectifier ses idées. Nos pères, il y a bien des siècles, se sont réunis sous d'anciens rites, non pour exercer la charité, mais pour chercher la vraie lumière. Votre Excellence, j'en suis sûr, ne nous fera pas un reproche de poursuivre un tel dessein, mais enfin, il y a loin de là à une société de bienfaisance. Il y a loin de là une société de bienfaisance. La charité est la conséquence de nos doctrines et non le but de nos réunions. Le caractère de société de bienfaisance n'est donc que très accessoire dans la franc-maçonnerie, et ses libéralités sont absolument insignifiantes quand on les compare à ses ressources et au nombre de ses membres. Là où elles ont quelque importance, elles sont une arme de parti. La contradiction entre les faits et les déclarations affichées dans les statuts généraux du Grand Orient est devenue tellement criante que le Monde maçonnique, dans son numéro de décembre 1879, a cru devoir élever la protestation suivante, je cite, « Au terme de l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie est une institution essentiellement philanthropique. Examinons donc si nous sommes philanthropes dans l'acception de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Lors des admissions dans notre ordre, la position sociale n'est-elle pas souvent mise en première ligne ? Et par suite, sous le prétexte qu'un ouvrier n'est pas libre, ne refuse-t-on pas de l'initier ? Mais alors l'égalité n'est plus qu'un vain mot, on pourrait en dire autant de la fraternité. Fin de la citation. Mais la franc-maçonnerie est, sous un autre rapport, une véritable société d'appui mutuel. En échange de l'obligation du secret pour tout ce qui se passe dans les loges et de l'obéissance absolue jurée au supérieur de l'ordre, chaque franc-maçon a droit à l'appui de tous ses frères dans tous les pays du monde. Il la réclame en faisant le signe de détresse. Signe, je crois, qui avait été fait par l'ancien ministre allemand, chancelier, Helmut Kohl. Il y a une photo des années 80, je crois, où il avait besoin d'aide, où il fait ce signe au-dessus de la tête. Je continue. Cette assistance à l'un, pratiquée très largement, est une des causes qui contribuent le plus au développement de la maçonnerie. Les frères s'entraident dans toutes les rencontres de la vie civile et se piquent les uns vis-à-vis des autres d'une bonne foi dont ils se jugent probablement dispensés vis-à-vis des profanes. Les voyageurs trouvent grâce à elle des relations jusque dans les pays les plus lointains, et l'on nous signalait naguère un armateur qui, pour le placement de ses cargaisons, avait reconnu l'avantage d'employer des capitaines francs-maçons. Dans les villes, à Paris notamment, bien des commerçants inscrivent un insigne maçonnique sur leurs enseignes, alors, à l'époque, pour s'attirer la clientèle des frères. Au barreau, dans la médecine, l'affiliation est un incontestable moyen de succès. Enfin, les loges s'emploient pour procurer à leurs membres l'accès des fonctions publiques et les faire arriver dans les élections politiques. On trouvera dans un des chapitres de ce livre, livre 2, chapitre 13, paragraphe 2, le texte complet d'un arrêté du Grand Orient de Belgique, pris en 1856, pour déterminer le mode de contrôle que les loges devront exercer sur ceux de leurs membres qu'elles ont fait entrer dans les fonctions politiques, et sur le choix des candidats aux fonctions électives. Ce n'est pas là un fait particulier à la Belgique. La même chose se pratique dans tous les pays où les loges ont pris pied. La maçonnerie est ainsi une société dans la société générale, un État dans l'État. Ce caractère d'association d'appui mutuel est la cause du grand nombre de francs-maçons que l'on trouve en Angleterre et surtout aux États-Unis. Dans ces pays où le protestantisme dominait exclusivement jusqu'à ces dernières années, la maçonnerie ne s'est pas trouvée en conflit avec une religion positive, capable de se défendre. Elle a ainsi peu à peu perdu, dans la plus grande partie de ses loges, le caractère violemment impie et révolutionnaire qu'elle y avait au début, et qu'elle a gardé sur le continent. En effet, quand dans leurs statuts imprimés, les Grands Orients prétendent que la franc-maçonnerie ne s'occupe ni des diverses religions répandues dans le monde, ni des constitutions des États, que dans la sphère élevée où elle se place, elle respecte la foi religieuse et les sympathies politiques de chacun de ses membres, ils mettent sur son enseigne un trompe-l'œil destiné à attirer les simples et à tromper les gouvernements débonnaires. Son véritable esprit, sa doctrine réelle, sont exprimés dans les rituels ou tuileurs propres à chaque grade et dont la connaissance a été aussi longtemps que possible dérobée
aux profanes. Or, cette doctrine est essentiellement hostile à la religion chrétienne et au maintien de l'ordre des sociétés civiles. C'est le panthéisme dans ses diverses formules, variant depuis le spinozisme jusqu'aux brutalités du positivisme moderne. Les 6 chapitres qui forment le premier livre de cet ouvrage en fourniront la démonstration péremptoire. Or, là même où la franc-maçonnerie ne conspire pas et n'attaque pas directement la religion, elle accomplit une œuvre d'une portée considérable par cette seule action doctrinale. 4. L'action doctrinale de la franc-maçonnerie. L'idée fondamentale du christianisme, c'est que la morale et tout l'ordre social reposent sur la vérité révélée, sur Dieu et son Christ, omnia instaurare in Christo. Or, cette base est dès l'abord renversée par l'article des statuts qui considère la morale et la vertu comme indépendantes de toutes les religions. L'Église a donc justement frappé d'excommunication les francs-maçons dès leur entrée dans l'ordre. Elle ne peut pas, sous peine de trahir le dépôt de son divin maître, renoncer à être la seule et infaillible directrice des hommes dans la route qui doit les conduire à la vie future. Voilà donc un nombre considérable d'hommes qui pratiquement vont se trouver séparés de l'Église, qui renoncent à ses sacrements et qui peu à peu satisferont le besoin religieux naturel à l'homme par les parodies grotesques et les cérémonies ridicules des loges. Monseigneur Dupanloup l'a dit d'une façon très expressive, beaucoup de francs-maçons sont des hommes qui ont pris la lampe d'une salle à manger pour la lampe du sanctuaire. N'est-ce pas déjà une bien grande déchéance intellectuelle et morale ? Ajoutez à cela que les rituels et les discours tenus dans les loges sont constamment remplis de calomnies contre le catholicisme, d'explications fantaisistes de ces dogmes, et l'on comprendra la masse de préjugés dont finit par être obscurcie l'intelligence de la foule de francs-maçons qui cessent de fréquenter l'église pour écouter l'enseignement des loges. Alors que c'est aussi une religion et qu'il y a aussi des rites. Les professeurs, les journalistes, les écrivains appartenant à l'ordre répètent à l'envi ces erreurs par les 1000 voies de la publicité dont ils disposent. Ainsi se forment dans un pays ces épais nuages d'erreurs qui obscurcissent ce bon sens naturel, si remarquablement développé dans notre ancienne société, jusque dans les classes agricoles et ouvrières. On peut observer cette action doctrinale de la franc-maçonnerie aussi bien pour la destruction des vérités sociales que pour l'anéantissement des croyances religieuses. Un illustre publiciste qui a renouvelé de nos jours la science sociale en remontant le courant des erreurs révolutionnaires a signalé avec une haute perspicacité l'influence funeste qu'exerce de nos jours ce qu'il appelle les faux dogmes de 1789, à savoir la bonté naïve de l'homme et la négation du péché originel, ainsi que les mots mal définis de liberté, d'égalité, de progrès, de démocratie, de perfectibilité, de civilisation. Alors, petite parenthèse, la vertu de perfectibilité est intéressante puisque, si ma mémoire est bonne, c'était le premier nom des Illuminés de Bavière. Les perfectibilistes. En allemand, ça, je sais plus ce que ça donnait, la traduction de perfectibiliste. Et tout de suite après, ça a été transformé en Illuminaten. Illuminatenorden. Fin de la parenthèse. Or, les loges sont les officines où retentissent sans cesse ces mots creux et sonores, et où s'élaborent incessamment les idées fausses auxquelles ils servent de véhicule. Il n'est pas difficile de comprendre, a dit un auteur maçonnique, que la société des francs-maçons, parlant ouvertement, est précisément une conspiration permanente contre le despotisme politique et le fanatisme religieux. Ragon ajoute avec plus de précision, « Dans les réunions maçonniques ordinaires, on ne parle, il est vrai, ni de religion ni de politique. Mais telle est l'admirable organisation de cette institution protectrice des hautes sciences, que ces grades religieux parlent à l'intelligence de l'initié, en même temps que les formes et l'administration de cet ordre parlent à l'esprit politique de tous les frères. Les réflexions qu'elle leur suggère sont reportées dans le monde comme un type sûr et sacré, au moyen duquel ils cherchent à améliorer ou détruire ce qui, dans l'ordre religieux ou politique, perd à la comparaison avec ce que présente l'ordre maçonnique. Refuge assuré de la philosophie, c'est la franc-maçonnerie qui a sauvé les peuples du joug avilissant du fanatisme et de l'esclavage. C'est aux connaissances que l'initiation de la maçonnerie répandie dans les classes élevées de la société anglaise qu'on attribue en grande partie l'émancipation de l'Angleterre et la réforme politique en 1668. 120 ans après, la philosophie moderne, éclairée des lumières de l'initiation, a fait plus en France, car après y avoir opéré des réformes utiles, elle a prêté ses formes administratives au gouvernement d'alors. Fin de la citation. Ces appréciations historiques surprendront peut-être quelques lecteurs. Ils en trouveront les preuves authentiques dans l'ouvrage du Père Deschamps, et ils y verront comment la maçonnerie a poursuivi son œuvre toujours plus à fond et façonné de plus en plus la société moderne selon son propre type, je cite, «
Nos pères, disait récemment le monde maçonnique, avaient longtemps étudié et pratiqué le suffrage universel avant de s'en faire les propagateurs, avant que le monde extérieur eût songé à en faire la base de l'ordre social. La maçonnerie est une école pratique et expérimentale, une institution modèle, un véritable type de société organisée. Un des chefs de la maçonnerie belge et du parti libéral dans ce pays, le frère Goblet d'Aviella, parlant le 5 août 1877 à la loge des Amis Philanthropes de Bruxelles, a exprimé cette pensée avec des développements qui indiquent nettement le rôle auquel la maçonnerie aspire. Je cite : « On a beaucoup médit de la forme en général et des formes maçonniques en particulier. Cependant, ce qu'on nomme la forme aura toujours sa part dans l'économie des sociétés parce que cet élément répond à deux tendances essentielles de l'esprit humain, le sens esthétique et le besoin de méthode. Plus qu'aucune autre institution de notre époque, la franc-maçonnerie offre à ce besoin naturel de forme des satisfactions qui peuvent être rationnelles en même temps que complètes. À la fois traditionnelle et progressive, locale et cosmopolite, tout en se donnant pour but essentiel le triomphe de la liberté et de la raison, elle possède des rites dont l'unité est supérieure au temps et à l'espace, elle repose sur des traditions dont l'origine se perd dans la nuit des temps, elle professe des symboles dont la beauté mythique n'exclut pas la beauté réelle, enfin, elle organise des cérémonies imposantes pour sanctionner tous les faits solennels de la vie. C'est par cette plénitude d'organisation qu'elle est en état de rivaliser avec sa grande ennemie, l'Église de Rome. Donc ça, c'est un franc-maçon qui le dit. C'est encore par là qu'elle devient le complément naturel, et je dirais même nécessaire, du parti libéral. Pourquoi depuis un demi-siècle ce parti a-t-il perdu tant de terrain parmi nos populations, ou du moins comment se fait-il que les conquêtes individuelles réalisées par la libre pensée n'aient pas encore arraché définitivement nos classes éclairées au joug de la superstition ? C'est que jusqu'ici nos libéraux ont manqué d'idéal, ou plutôt qu'ils ont poursuivi un idéal négatif, comme si l'on pouvait rien fonder et partant à rien détruire avec la négation. La liberté politique est un fait purement négatif. C'est la négation de la contrainte légale dans le domaine des droits individuels. Or, l'expérience nous a prouvé que ce programme ne nous suffit pas pour lutter d'enthousiasme et de dévouement avec une école, ou plutôt avec une église, doublement puissante par l'importance de son rôle dans le passé et par la hauteur de ses prétentions pour l'avenir, habile, nombreuse, disciplinée, s'adressant à tous les âges, à tous les sexes, à tous les rangs, s'attachant à l'homme par des liens multiples et séduisants dans toutes les sphères de l'activité humaine. Pour combattre un pareil adversaire à armes égales, les libéraux ne doivent-ils pas compléter leur programme politique par un système de doctrine positive et harmonique qui les aide à résoudre tous les grands problèmes de la société moderne, qui envisage l'homme sous toutes les phases de sa nature et qui, à côté des associations électorales, leur servent de point de ralliement sur le terrain moral, philosophique, religieux, social ? Or, ce corps de doctrine et ce point de ralliement, où irait-il les chercher, sinon au sein de nos ateliers, seul terrain où ils puissent actuellement étudier et formuler avec une ampleur et une indépendance toute scientifique la synthèse générale de nos droits, de nos devoirs, de nos rapports et de nos destinées ? Dites aux néophytes que la maçonnerie n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Donc, petite parenthèse, un vain peuple, c'est-à-dire un peuple inutile. Donc, ils nous considèrent comme inutiles alors qu'ils ont besoin de nous. Bon. Un jeu d'enfants, une réunion de bons vivants, une fabrique de courtes échelles, voire une société de pure bienfaisance, ou même une doublure de nos associations électorales. Dites-leur que si elle a la bienfaisance pour but, c'est la bienfaisance entendue dans son sens le plus large, et que si elle s'occupe de politique, c'est pour envisager ces questions de principe dont la politique courante est seulement l'application partielle et secondaire. Dites-leur qu'elle est avant tout une école de perfectionnement et de vulgarisation scientifique, une sorte de laboratoire où les grandes idées de l'époque viennent se combiner et s'affirmer pour se répandre ensuite dans le monde profane sous une forme palpable et pratique. Dites-leur en un mot que nous sommes la philosophie du libéralisme. Dites-leur tout cela avec les réserves que comporte le secret maçonnique. Fin de la citation. La maçonnerie moderne tend à simplifier ses rituels, à diminuer le nombre des épreuves pour la réception de ses grades, à adoucir les formules choquantes que conservent encore ses tuilaires et que l'on trouvera relatées dans cet ouvrage. Les habiles gens, qui sont actuellement à sa tête, agissent énergiquement en ce sens et transforment rapidement ses formes extérieures. Mais l'esprit de l'institution reste essentiellement le même. Elle veut devenir de plus en plus la grande institution humanitaire, l'Église de la Révolution, comme un des adeptes l'a appelée. Pour cela, elle suit habilement les tendances des diverses époques, mystiques et pleines de fantasmagories avec Saint-Martin et Cagliostro,
Au milieu de la société blasée de la fin du siècle dernier, elle est devenue allégorique et mythique, quand Cousin, Mater et Renan occupaient la scène philosophique. Aujourd'hui, elle se simplifie et cherche à devenir à la fois plus ouverte, plus précise et plus radicalement destructive, comme le positivisme dont elle adopte de plus en plus les allures. Cependant, elle a une trop longue expérience de l'humanité pour rejeter complètement toute symbolique. En raison même de sa double nature, spirituelle et corporelle, l'homme a besoin de fixer ses pensées dans des signes et exprimer ses sentiments par des rites. La maçonnerie, fidèle à son rôle de contrefaçon de l'Église, n'entend pas se dessaisir de ce moyen d'action, et dans le convent du Grand Orient de 1879, le principe des rites a été maintenu contre les positivistes qui en demandaient la suppression. Le frère André Roussel en a fort bien exprimé les raisons, je cite. La maçonnerie est éminemment philosophique, et ce sont les idées mêmes des encyclopédistes qui en forment l'essence. Donc ça aussi, que les anticomplotistes ne viennent pas nous dire que c'est faux. Donc les encyclopédistes, Diderot, d'Alembert et d'autres, c'est la maçonnerie. La maçonnerie est éminemment philosophique, et ce sont les idées mêmes des encyclopédistes. Bon. Ça, c'était écrit en 1881. Ok ? Mais pour s'adresser aux masses, il faut autre chose que des abstractions. Il faut une espèce de culte extérieur. Cela a été si bien compris que sous la Révolution, la maçonnerie est devenue la théophilanthropie. Les intelligences peu développées ont besoin de quelque chose d'extérieur qui les frappe. Par le symbolisme, un profane comprend aisément qu'il était dans l'erreur, dans les ténèbres, dans les superstitions, et il aperçoit le chemin de la vérité. Fin de la citation. Un document authentique, tout récent, va nous montrer comment la maçonnerie, dans sa forme la plus moderne, exerce son action doctrinale comme église de la Révolution et philosophie du libéralisme. Il s'agit d'un pays profondément catholique, le Chili. Il n'a rien à faire du mouvement d'idées issu de la Révolution française. Il vit en paix sur sa tradition propre et sa religion, mais des hommes qui ont voyagé et recueilli la contagion du mal ont fondé des loges. Or, ces loges vont s'appliquer sans relâche à propager autour d'elles des idées qui spontanément ne se seraient jamais produites. C'est ce à quoi tend tout le plan des travaux de la Grande Loge du Chili, tel qu'il est rapporté dans le Monde maçonnique, numéro de janvier 1876. Article 1. En outre des commissions actuelles, il y aura dans la Grande Loge des comités de travaux. Article 2. Les comités seront intitulés section d'instruction, section de bienfaisance, section de propagande et section de fraternité maçonnique. Article 3. La section d'instruction s'occupera 1. De fonder des écoles laïques. 2. D'accorder son concours à toutes les sociétés qui ont pour objet de donner l'instruction gratuite aux pauvres. 3. D'aider au progrès de toutes les institutions scientifiques, littéraires et artistiques qui existent dans le pays. 4. De faire des conférences populaires pour la propagation des connaissances tendant à faciliter le progrès de l'humanité. Article 4. La section de bienfaisance s'occupera 1. D'aider à la fondation des hôpitaux. 2. De donner son appui direct ou indirect à toutes les institutions de cette nature dans lesquelles on ne poursuit pas un but égoïste ou sectaire, c'est-à-dire catholique. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi les gens ont été aussi étonnés de voir dans une photo là, qui est sortie après la mort de la reine d'Angleterre, qu'elle allait dans un hôpital maçonnique. Mais c'est d'une évidence, surtout en Angleterre, quoi. Je cite, la section de bienfaisance s'occupera d'aider à la fondation d'hôpitaux. Voilà. Article 5. La section de propagande devra 1. Défendre et faire connaître par la presse les véritables idées de la maçonnerie. 2. Travailler à introduire dans les institutions publiques les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, et spécialement à amener la séparation de l'Église avec l'État, à faire établir le mariage civil, à combattre les privilèges, à séculariser la bienfaisance, à soutenir les victimes de l'intolérance religieuse. Je pense qu'ils ont ajouté des paragraphes depuis. 3. En général, s'occuper de tout ce qui peut faire de l'humanité une seule famille. Voilà. Une seule famille sans différenciation, c'est-à-dire, j'imagine, complètement métissée, sans pensée structurée, avec une sexualité floue, etc. Grâce à une propagande de ce genre, on verra infailliblement se produire chez ce peuple un malaise sourd, puis des aspirations vers un autre ordre de choses, et tout sera bientôt prêt pour une révolution. On verra infailliblement se produire chez ce peuple un malaise, puis des aspirations vers un autre ordre de choses, donc ça viendra du peuple, et tout sera bientôt prêt pour une révolution. Ce qui va se passer au Chili s'est passé il y a 50 ans, il y a 100 ans, chez les peuples de l'Europe, et se passe encore aujourd'hui sous nos yeux. Au lendemain des élections de 1876, le frère Viette, député du Doubs,
disait à la loge Sincérité, parfaite union et constante amitié réunie de Besançon, notre propagande est constante, elle est universelle, elle est infinie, comme le progrès, et moi, ancien déjà parmi vous, l'un des nouveaux venus parmi les représentants de la France, je puis vous dire, au nom de la nation, vous avez préparé notre œuvre, vous y travaillez chaque jour, nous ferons tous nos efforts pour l'achever. Fin de la citation. Pour peu qu'on suive d'un œil attentif le mouvement des idées contemporaines et le cours des événements politiques, on voit combien cette parole renferme de vérité. C'est par de tels procédés, employés avec suite et d'abord dans l'ombre, que s'élabore peu à peu l'esprit moderne. Puis il arrive un moment où la société est tellement imprégnée d'idées fausses que toutes les erreurs se propagent comme d'elles-mêmes par la seule logique du mal, sans que les loges aient besoin d'une action actuelle. Nous avons pu, nous-mêmes, dans le courant des 30 dernières années, saisir sur le fait l'élaboration dans les loges d'un certain nombre d'idées qui depuis sont tombées dans la rue. Telle a été la théorie de la morale indépendante, sur laquelle la franc-maçonnerie a concentré tous ses efforts pendant longtemps. Actuellement, c'est la thèse de l'instruction laïque et obligatoire. Voici en quels termes le frère Barré signalait sa propagation comme ayant été la grande œuvre de la maçonnerie depuis les dernières années de l'Empire. Alors, il me semble que ce frère-là, Barré, ça devait être un médecin. Il me semble qu'il a découvert une maladie. Je continue. Donc je cite, hein. Au début du Second Empire, la maçonnerie était sans force. C'était une petite maçonnerie, docile aux ordres du maître. Mais quelques débris de la bourgeoisie, vieux lutteurs intraitables, restèrent comme des foyers bienfaisants destinés à rallumer partout l'amour de la liberté. Peu à peu, les loges se remirent au travail. Le peuple, n'ayant pour lutter que le suffrage universel, ont compris qu'il serait lettre morte, s'il n'était éclairé, que sans l'instruction il subirait l'influence du capital ou celle des discours passionnés, qui sont la plaie de toute société. Aussi, vit-on la maçonnerie à la tête du mouvement pour l'instruction, elle comprit que là était le salut. Partout, elle donne l'exemple, elle fonde ou soutient des écoles laïques libres, elle ouvre la discussion sur l'instruction obligatoire et montre qu'elle n'est point une atteinte à la liberté du père de famille, qui doit à ses enfants, avec la nourriture du corps, la culture de leur esprit. Fin de la citation. Alors, ce qui n'a pas été apprécié à l'époque, et jusque dans les années 50-60, 1900, ce qui n'a pas été apprécié, c'est qu'on soutirait les enfants des champs. Et c'était très mal vu par les... C'est pour ça aussi que la cellule familiale s'est éclatée, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que le clergé et les curés de province encourageaient les familles à laisser leurs enfants à la maison et aux travaux manuels pour aider la famille, alors que, on peut dire que les francs-maçons, schématiquement, encourageaient ces enfants à aller à l'école, et bien que c'est né d'une bonne intention, c'est le début de la séparation des enfants d'avec leur famille, et on soustrait ainsi l'autorité, mais on soustrait aussi toute l'influence de la famille sur le nouvel individu. Ce qui fait que on pourra lui mettre ce qu'on souhaite dans la tête, malheureusement. Enfin, ouais. Donc fin de la parenthèse. Depuis 1867, la maçonnerie française fait un effort considérable pour réaliser partout ce programme, soit au moyen de la Ligue de l'enseignement du frère Massé, soit par l'action des conseils municipaux remplis de ses adeptes. Elle se prépare à faire édicter par les chambres le triple principe de l'instruction laïque gratuite et obligatoire, à faire donner aux femmes par l'État une éducation publique semblable à celle des garçons. Elle veut par là détruire radicalement dans les nouvelles générations ces principes de foi chrétienne, ces mœurs catholiques qui ont par une étonnante action de la Providence survécu à un siècle et demi de propagande impie. On peut dire en 2022 qu'il y a 2 siècles de résistance. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Tel est donné par Gambetta le mot d'ordre de toute cette campagne, qui se poursuit au moyen de la presse, de conférences dans les loges, de réunions publiques, de tenues de maçonnerie blanche, de fêtes de bienfaisance. Le monde maçonnique, dans son numéro d'août 1879, peut en donner une idée par ce compte-rendu d'une fête célébrée le 28 juin dernier par la loge Le Globe de Vincennes, et à laquelle un grand nombre de profanes et de dames avaient été invités. Je cite, « Dans une chaleureuse allocution, le Vénérable remercie tout d'abord les assistants de la marque de sympathie que témoigne leur présence,
Puis il expose les idées et le but de la maçonnerie et en démontre le caractère essentiellement progressif. Expliquant les doctrines maçonniques, il s'exprime ainsi: « Vous avez peut-être entendu dire que nous étions des gens dangereux, des révolutionnaires, des païens, des athées. Oui, nous sommes un peu tout cela. Mais aussi nous sommes des hommes de paix, de conciliation, car la principale base de notre association s'appuie sur la tolérance. Dangereux, nous le sommes pour tous ceux qui cherchent le pouvoir et la domination, en conservant pour eux seuls le savoir et en laissant dans l'ignorance et l'abrutissement des hommes qui les entourent et qu'ils voudraient conduire comme un vil troupeau. Oui, nous sommes révolutionnaires, car non seulement nous marchons avec le progrès, mais nous y poussons les peuples. Transhumanisme. Car nous demandons à tous et pour tous l'instruction. Par elle, nous sommes sûrs de vaincre la superstition, et quand le dernier de nos paysans saura lire, tous se riront des miracles de l'eau de la Salette et de Lourdes. Nous demandons que le vieux monde disparaisse pour faire place au monde de la science, des arts, de l'industrie et de la liberté. » Il cite les noms des hommes immortels qui ont préparé la révolution de 1789 en travaillant sans relâche à l'émancipation de l'homme. Beaucoup d'entre eux sont venus dans nos temples enseigner et apprendre. Il parle également de ceux qui aujourd'hui encore honorent et fortifient la maçonnerie. Je cite: « La loge est une école où tous nous avons à apprendre. Les idées mûries, discutées, les projets élaborés dans les ateliers sont ensuite du domaine public et entrent plus aisément dans les mœurs et dans la pratique. » Donc, petite parenthèse, ils nous disent qu'ils ont travaillé sans relâche à l'émancipation de l'homme depuis 1789. Enfin, ça s'est fait dans un bain de sang, hein. Dans un bain de sang. Il y a eu beaucoup de têtes coupées quand même. Bon, alors ça doit être ça, l'émancipation de l'homme, hein, j'imagine. Ou alors ça veut dire qu'ils prennent pas du tout en compte les pots cassés, ce qui est quand même embêtant. Parce qu'on a envie de dire, tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. Hein. Fin de la parenthèse. La franc-maçonnerie, nous le verrons dans un instant, a préparé la plupart des révolutions modernes, en fournissant des éléments choisis aux sociétés secrètes agissantes. Elle opère à leur profit un premier travail de sélection et groupe les esprits inquiets ou dévoyés dans les cadres tout préparés pour leur recrutement. Mais elle a non moins concouru à l'œuvre de la Révolution en façonnant dans son sens l'opinion publique. Monsieur Bluntschli, dans son ouvrage « De la politique », célèbre le rôle que joue dans les événements contemporains ce facteur tout-puissant qui échappe à toute forme légale et est insaisissable. On l'appelle, dit-il, l'esprit du temps. Nul gouvernement ne peut lui résister longtemps avec succès, et c'est lui qui a le dernier mot dans tous les conflits modernes. Or cet esprit du temps, la maçonnerie l'élabore à son gré, soit dans les loges en faisant traiter certains sujets dans le sens voulu par ses adeptes, soit en se servant des nombreux organismes subordonnés qu'elle a créés au-dessous d'elle pour agir plus directement sur les masses. 5. La franc-maçonnerie et l'armée de la Révolution. Il est difficile de présenter ici des chiffres précis, car même pour la maçonnerie proprement dite, les bases d'évaluation varient notablement. Et en dehors de ces cadres officiels, il y a beaucoup d'autres associations plus ou moins publiques qui sont des instruments entre les mains des chefs suprêmes des sociétés secrètes. Findel, l'écrivain maçonnique le plus autorisé et le plus récent, porte pour le monde entier en 1876 le nombre des grandes loges ou puissances maçonniques à 120, et celui des loges à 9000, comprenant de 400 000 à 600 000 membres actifs. Cette évaluation est beaucoup trop atténuée, car des documents maçonniques nous indiquent pour les États-Unis seulement l'existence de 54 grandes loges, de 10 000 loges et de 700 000 membres actifs. Évidemment, Findel, en sa qualité de gardien de l'orthodoxie maçonnique, a rejeté systématiquement de sa statistique beaucoup de grandes loges et de loges qui ne sont pas constituées régulièrement ou qui suivent des rites spéciaux. Petite parenthèse, et je pense qu'il devait y en avoir plein parce que c'était, il me semble, toutes celles qui n'étaient pas reconnues pour diverses raisons par la Grande Loge de Londres. Donc, c'est pas pour autant qu'ils sont pas francs-maçons, quoi. Nous attachons beaucoup plus de confiance au relevé fait avec grand soin par Pachtler et qui porte le nombre des loges dans le monde entier en 1874 à 11 100, ayant plus d'1 million de membres actifs. On peut juger de l'activité et de la richesse des loges par ce fait qu'à cette date, elles soutenaient 53 revues ou journaux maçonniques spéciaux, c'est-à-dire accessibles aux seuls initiés. Encore cette liste est-elle forcément incomplète ? Depuis 1874, le nombre des loges s'est accru dans de notables proportions dans certains pays. En France et dans les colonies, le Grand Orient avait sous son obédience en 1877 261 loges formant 306 ateliers,
Le suprême conseil du rite écossais ancien et accepté et celui du rite de Mizraïm en ont à eux deux environ une centaine. Les publications maçonniques ne nous donnent pas pour la France le relevé des membres actifs. On peut en moyenne l'évaluer à 100 par loge. Mais ces chiffres, d'ailleurs bien dépassés actuellement grâce à l'extension rapide que la franc-maçonnerie a prise sous l'influence des derniers événements politiques, sont loin de donner une idée des forces dont disposent les sociétés secrètes. D'abord, les membres actifs ne sont que les maçons payant les cotisations annuelles, qui sont très élevées, c'est-à-dire fréquentant régulièrement les loges, par conséquent habitant les villes. Beaucoup plus considérable est le nombre des membres passifs qui ont été reçus francs-maçons. Ce caractère étant indélébile, d'après les constitutions de l'ordre, ces membres-là, encore qu'ils ne fréquentent pas régulièrement une loge, n'en sont pas moins sous la juridiction des chefs de l'ordre. Quoique bien des honnêtes gens fourvoyés se trouvent dans cette catégorie, on ne peut pas méconnaître que, parmi ces membres passifs, il y ait des éléments très agissants à la disposition des sociétés secrètes. Les écrivains maçonniques portent en général le nombre des membres passifs au triple de celui des membres actifs. Ce calcul donnerait un total de 3 à 4 millions de francs-maçons. Donc en 1881. Mais les loges, on ne saurait trop le répéter, ne sont que le cadre régulier de l'armée de la Révolution et de la secte antisociale. Au-dessous d'elles sont d'innombrables sociétés populaires, cercles, associations de tout nom, qui sont des formes simplifiées de la maçonnerie. Moins coûteuses, elles atteignent des classes de la population que la maçonnerie ne voudrait pas admettre dans ses loges. Et ici, c'est par 7 à 8 millions qu'il faut compter les malheureux dupes, placés ainsi plus ou moins sous son influence. On trouvera dans le corps de cet ouvrage, et notamment dans le chapitre sur la maçonnerie en Belgique, des détails très précis sur la formation de ces sociétés subordonnées, dirigées en sous-main par les chefs des loges. C'est ce qu'on peut appeler des arrière-loges. Il y a déjà longtemps, ces procédés ont été saisis sur le vif par M. Dorer, ancien ministre plénipotentiaire, qui décrivait ainsi dans Le Correspondant l'organisation du parti radical par les loges en Suisse. Je cite. Pendant cette longue période de conspiration d'une part et d'aveuglement de l'autre, la Suisse entière s'organisait en sociétés dont le but et les démonstrations variaient à l'infini. Toutes n'avaient pas originairement pris la couleur révolutionnaire, mais comme les loges et les ventes avaient pris soin d'y faire entrer leurs principaux dignitaires et leurs plus hardis orateurs, toutes tombèrent un peu plus tôt, un peu plus tard, sous leur direction occulte, c'est-à-dire sous le joug de la vassalité maçonnique. Telles furent les sociétés helvétiques, géologiques, archéologiques, d'histoire naturelle, de musique, d'agriculture, et jusqu'à cette association banale qui se disait d'utilité commune, véritable hospice intellectuel et scientifique, destiné à recevoir quiconque avait l'ambition d'appartenir à quelque association patriotique, sans avoir cultivé aucun art ni aucune branche de savoir quelconque. Pour le peuple, on imagina les associations de chant, où il recevait inter pocula des leçons de libéralisme, c'est-à-dire d'impatience de toute autorité à laquelle lui-même ne prendrait pas une part active et prépondérante. Toutes ces sociétés étaient primées par celle des francs-tireurs, Schützengesellschaft, qui bientôt embrassa toute la Suisse. Fin de la citation. Cette tactique n'est pas nouvelle. Dès l'année 1724, les organisateurs de la maçonnerie anglaise fondaient sous le nom d'ordre des Gormones une sorte de maçonnerie populaire aux formes bizarres, destinée à grouper des catégories d'individus qu'on ne jugeait pas suffisamment avancées pour les loges. Bien des organisations de ce genre ont été créées successivement. Ainsi, la branche des Odd Fellows, qui était transportée en Allemagne sous le nom de Sonderbaren-Bruder, et qui comptait en 1874 1143 loges, est une véritable société dépendante de la franc-maçonnerie, étroitement affiliée avec elle, et comme elle, se proclamant une institution destinée à délivrer le peuple des prêtres, des superstitions et du fanatisme. Actuellement en France, la maçonnerie emploie les mêmes procédés. Elle a fondé à côté d'elle, il y a 14 ans, la Ligue de l'enseignement et ses cercles, puis sont venus l'œuvre du Sceau des écoles et autres organisations semblables. À Bordeaux, les loges ont créé une œuvre maçonnique des crèches, sur laquelle sont greffées 2 œuvres composées de tout jeunes gens appelés les Amis Réunis ou les Frères Réunis. Avec ces organisations-là, elle peut à certains moments agir puissamment sur l'opinion, et maintenant qu'elle est devenue une institution quasi officielle, elle multiplie les manifestations extérieures faites pour frapper les masses populaires. Tel a été par exemple un grand festival donné par les loges de Bordeaux dans le jardin public le 24 juin 1879. Toutes les sociétés musicales y exécutent la Marseillaise, des quêtes sont faites par les jeunes membres des Frères Unis et des Amis Réunis. Puis on tire un feu d'artifice dont la pièce principale
portant en frontispice œuvre maçonnique, vient rappeler aux 17 000 personnes pressées dans les allées du jardin le but que poursuit la maçonnerie. Le monde maçonnique à qui nous empruntons ce récit débute en faisant remarquer que la fête a eu lieu au moment où les dernières bannières de procession rentraient dans leurs sacristies respectives. On voit là la pensée secrète des loges, qui est de remplacer le culte religieux par des fêtes publiques, comme sous la Convention. C'est bien elle qui a inspiré à Marseille une fête de ce genre donnée le 30 avril en faveur de l'œuvre du sou des écoles. Alors, à ce propos, on a une note de bas de page. Voir le monde maçonnique de juin et août 1879. On lit dans le Petit Marseillais du 12 octobre 1880 la convocation suivante, où en bas il y a marqué « C'est tout à fait la tenue d'une loge, moins l'appareil symbolique et l'affiliation qui confèrent, avec un caractère indélébile, l'accès des loges du monde entier. » La maçonnerie cherche ainsi à offrir au peuple une diversion, car dans cette ville, comme dans beaucoup d'autres, les loges ont été assez puissantes pour faire interdire les processions catholiques par l'autorité administrative, contrairement au concordat et au véritable esprit de la loi. Dans d'autres pays, la maçonnerie emploie d'autres formes, mais son mode d'action est toujours le même au fond. Ainsi, dans l'Amérique du Sud, elle s'était, par des procédés semblables, emparée des confréries religieuses. Un vénérable évêque a été obligé, à la Martinique, de dissoudre toutes les associations des pénitents et même les confréries de femmes. Quelques francs-maçons, nous a-t-il dit, s'introduisaient dans la confrérie. Il n'en affiliait pas directement les membres à la maçonnerie, mais il leur faisait jurer le secret, faisait tenir les réunions dans la soirée, et les détournait par là, peu à peu, de leur but primitif pour les mettre au service du pouvoir occulte des sectes. C'est là le grand danger que présentent les nombreuses sociétés secrètes qui se forment aux États-Unis et au Canada pour défendre des intérêts professionnels ou nationaux, tels que l'Ancient Order of Hibernians, un des plus répandus actuellement, les Fenians et bien d'autres. Elles deviennent facilement les instruments des meneurs cachés. Les membres des loges appartenant presque exclusivement à la bourgeoisie et aux classes supérieures, l'action de la maçonnerie est centuplée. Elle s'accroît de toute la puissance que donne à ses membres leur position dans les carrières libérales, dans l'industrie, dans les fonctions publiques. Ajoutez à cela qu'elle dispose de la plus grande partie des journaux du monde. Les Juifs, étroitement alliés aux francs-maçons, sont propriétaires de presque toute la presse allemande et d'une partie de la presse anglaise, y compris le Times. On a même signalé récemment la part prépondérante qu'ils prenaient dans le journalisme américain. Cet étrange pouvoir qu'on appelle l'opinion publique est donc, dans la plupart des circonstances, au pouvoir de la maçonnerie. L'enseignement public est aussi un des moyens dont se sont servis les sociétés secrètes dès le XVIIIe siècle pour façonner l'esprit des peuples. Ne dirait-on pas écrites de nos jours ces instructions de Weishaupt, le fondateur de l'illuminisme allemand, qui s'empara quelques années avant 1789 de la direction de toutes les loges françaises et allemandes ? Je cite « Il faut partout gagner à notre ordre le commun du peuple, et le grand moyen pour cela est l'influence sur les écoles. Lorsqu'un écrivain annonce des principes qui sont vrais, mais qui n'entrent pas encore dans notre plan d'éducation pour le monde, ou bien des principes dont la publication est prématurée, il faut chercher à gagner cet auteur. Si nous ne pouvons pas le gagner et en faire un adepte, il faut le décrier, donc le calomnier. Si un régent, titre d'un des grades supérieurs de l'illuminisme, croyait venir à bout de faire supprimer les maisons religieuses et appliquer leurs biens à un autre objet, par exemple à l'entretien de maîtres d'école convenables pour les campagnes, ces sortes de projets seraient spécialement bienvenus des supérieurs. L'essai de nos principes et de nos écoles se fait souvent avec plus de succès dans les petits États. Ne perdre jamais de vue les écoles militaires, les académies, les imprimeries, les librairies, les chapitres de cathédrales, les établissements quelconques qui influent sur l'éducation et le gouvernement des écoles. Que nos régents soient sans cesse occupés à former des plans et à imaginer la manière dont il faut s'y prendre pour nous rendre maîtres de tous ces établissements. Notre force est en grande partie dans le nombre, mais elle dépend aussi beaucoup du soin que nous mettrons à former des élèves. Les jeunes gens se plient, se prêtent mieux à cet objet. Le préfet illuminé, n'épargnera donc rien pour se mettre en possession des écoles de son district et de leurs maîtres. Il fera en sorte qu'elles soient confiées à des membres de notre ordre, car c'est ainsi qu'on vient à bout d'inspirer nos principes, de former les jeunes gens, c'est ainsi qu'on prépare les meilleures têtes à travailler pour nous, qu'on les accoutume à la discipline, qu'on s'assure leur estime, que l'attachement conçu pour nous par ces jeunes élèves devient aussi durable que toutes les autres impressions de l'enfance. Fin de la citation de Adam Weishaupt.
Ça, pour moi, c'est la définition d'une conspiration qui est décrite là. Et à cela, d'ailleurs, on peut ajouter le fait qu'on l'a lu dans d'autres ouvrages, qu'ils détiennent aussi les orphelinats maçonniques. Et là, les enfants sont formés entièrement dans cet état d'esprit. Et puis, ils deviennent éventuellement des pupilles de la nation, etc. Donc, c'est des gens nourris à l'État. Donc, pourquoi plus tard, ils iront cracher dans la soupe et critiquer l'État? C'est quasiment impossible. Fin de la parenthèse. C'est là tout le secret de l'ardeur et de la persévérance avec lesquels les loges cherchent partout à détruire l'enseignement chrétien et à lui substituer l'instruction laïque et obligatoire dirigée par leurs adeptes. 6. Comment les sociétés secrètes préparent les révolutions. La franc-maçonnerie agit aussi en préparant un personnel de choix à toutes les sociétés secrètes agissantes et en fournissant un appui discret à ceux de ses membres qui s'engagent dans une carrière plus active. Dès la réception au premier grade, le vénérable fait entendre à l'apprenti ces paroles significatives pour ceux qui ont l'esprit ouvert, je cite, « Les maçons sont obligés de s'assister l'un l'autre par tous les moyens quand l'occasion s'en offre. Les francs-maçons ne doivent pas se mêler dans des conspirations. Mais si vous apprenez qu'un maçon s'est engagé dans quelque entreprise de ce genre et est tombé victime de son imprudence, vous devez avoir compassion de son infortune et le lien maçonnique vous fait un devoir d'user de toute votre influence et de l'influence de vos amis pour diminuer la rigueur de la punition en sa faveur. » Fin de la citation. Pourquoi c'est dit ça? C'est parce que il est connu que Weishaupt et les Illuminés allaient recruter dans la franc-maçonnerie. Donc, dans le second livre de l'ouvrage, on verra comment toutes les sociétés secrètes actives, depuis les Illuminés et les Carbonari jusqu'à l'international, se sont recrutées dans les loges maçonniques. Ce ne peut être évidemment que de l'aveu de leur directeur suprême. Du reste, tous les fondateurs des sociétés secrètes se sont expliqués nettement sur le rôle que jouait la franc-maçonnerie. Weishaupt s'exprime ainsi dans l'instruction du chevalier illuminé ou écossais, je cite, « Dans chaque ville un peu considérable, les chapitres secrets établiront des loges maçonniques des 3 grades ordinaires. Ils feront recevoir dans ces loges des hommes de bonne mœurs, jouissant de la considération publique et d'une fortune aisée. Ces hommes-là doivent être recherchés et reçus francs-maçons, quand même ils ne devaient pas être utiles à l'illuminisme pour nos travaux ultérieurs. Laissez-moi là les brutes, les grossiers, les imbéciles, écrit-il dans le chapitre des exclusions des hauts grades. Il est cependant une espèce d'imbécile à qui il ne faut pas le dire, parce qu'on peut tirer quelque avantage de leur sottise. Ça me fait penser à des gens. Sans avoir de l'esprit, ils ont au moins des écus. Ce sont de bonnes gens que ces gens-là, et il nous en faut. Ces bonnes gens font nombre et remplissent la caisse. Mettez-vous donc à l'œuvre, il faut bien que ces messieurs mordent à l'hameçon. Mais gardons-nous bien de leur dire nos secrets. Ces sortes de gens doivent toujours être persuadés que le grade qu'ils ont est le dernier. Le député maître des loges, ordinairement réviseur des comptes, doit être aussi membre de notre chapitre secret. Il fera croire aux loges qu'elles seules disposent de leur argent, mais il doit employer cet argent suivant le but de notre ordre. S'agit-il d'aider un de nos confrères? On en fait la proposition à la loge. Si ce confrère n'est pas maçon, qu'importe, s'il n'en faut pas moins pour venir à bout par quelque expédient. On ne prendra point sur le capital afin que nous puissions trouver un jour des moyens et des fonds pour de plus grandes entreprises. Il faut annuellement envoyer au chapitre secret le 10e de la recette de ces loges. Le trésorier, à qui ces fonds sont remis, les ramasse et cherche par toutes sortes d'entreprises à les augmenter, donc par des intérêts. Avant que de toucher à nos propres fonds pour aider nos confrères, il faut, autant qu'on le pourra, chercher à leur procurer des secours ou leur entretien sur les fonds des loges qui ne sont pas dans notre système. En général, il faut faire servir à notre grand but l'argent que ces sortes de loges dépensent si inutilement. En 1822, un juif membre de la haute vente romaine écrivait à un de ses complices de multiplier partout les associations, même celles qui sont en apparence inoffensives, et surtout la franc-maçonnerie, je cite, « Dans l'impossibilité où nos frères et nos amis se trouvent de dire encore le dernier mot, il était jugé bon et utile de propager partout la lumière et de donner la branle à tout ce qui aspire à remuer. Cette vanité du citadin ou du bourgeois à s'inféoder à la franc-maçonnerie a quelque chose de si banal et de si universel que je suis toujours en admiration devant la stupidité humaine. Je m'étonne de ne pas voir le monde entier frapper à la porte de tous les vénérables et demander à ces messieurs l'honneur d'être l'un des ouvriers choisis pour la reconstruction du temple de Salomon.
Le prestige de l'inconnu exerce sur les hommes une telle puissance que l'on se prépare avec tremblement aux fantasmagoriques épreuves de l'initiation et du banquet fraternel. Se trouver membre d'une loge, se sentir en dehors de sa femme et de ses enfants, appelé à garder un secret qu'on ne vous confie jamais, est pour certaines natures une volupté et une ambition. Les loges peuvent bien aujourd'hui procréer des gourmands. Elles n'enfanteront jamais des citoyens. On dîne trop chez les très chers frères de tous les Orients. Mais c'est un lieu de dépôt, une espèce de haras, un centre par lequel il faut passer avant d'arriver à nous. Les loges ne font qu'un mal relatif, un mal tempéré par une fausse philanthropie et par des chansons encore plus fausses, comme en France. Cela est trop pastoral et trop gastronomique, mais cela a un but qu'il faut encourager sans cesse. En lui apprenant à porter arme avec son verre, on s'empare ainsi de la volonté, de l'intelligence et de la liberté de l'homme. On le dispose, on le tourne, on l'étudie. On devine ses penchants, ses affections et ses tendances. Quand il est mûr pour nous, on le dirige vers la société secrète dont la franc-maçonnerie ne peut être que l'antichambre assez mal éclairée. La haute vente désire que, sous un prétexte ou sous un autre, on introduise dans les loges maçonniques le plus de princes et de riches que l'on pourra. Une fois qu'un homme, un prince même, un prince surtout, aura commencé à être corrompu, soyez persuadés qu'il ne s'arrêtera guère sur la pente. Il y a peu de mœurs, même chez les plus moraux, et l'on va très vite dans cette progression. Ne vous effrayez pas de voir les loges florissantes lorsque le carbonarisme se recrute avec peine. C'est sur les loges que nous comptons pour doubler nos rangs. Elles forment à leur insu notre noviciat préparatoire. Elles discourent sans fin sur les dangers du fanatisme, sur le bonheur de l'égalité sociale et sur les grands principes de liberté religieuse. Elles ont entre deux festins des anathèmes foudroyants contre l'intolérance et la persécution. C'est plus qu'il n'en faut pour nous faire des adeptes. Un homme imbu de ces belles choses n'est pas éloigné de nous. Il ne reste plus qu'à l'enrégimenter, donc à le recruter. Fin de la citation. Mazzini, donc Giuseppe, le grand agitateur, comprenait bien aussi l'utilité des loges et de toutes les associations libérales, même composées de nets bourgeois. Je cite. « Le concours des grands est d'une indispensable nécessité pour faire naître le réformisme dans un pays de féodalité. Si vous n'avez que le peuple, la défiance naîtra du premier coup, on l'écrasera. S'il est conduit par quelques grands, les grands serviront de passeport au peuple. L'Italie est encore ce qu'était la France avant la Révolution. Il lui faut donc ses Mirabeau, ses Lafayette et tant d'autres. Un grand seigneur peut être retenu par des intérêts matériels, mais on peut le prendre par la vanité. Laissez-lui le premier rôle tant qu'il voudra marcher avec vous. Il en est peu qui veuillent aller jusqu'au bout. L'essentiel est que le terme de la grande révolution leur soit inconnu. Ne laissons jamais voir que le premier pas à faire. Vous savez, la première marche, juste la première marche. Ils ne verront pas les suivantes. Associer, associer, associer. Tout est dans ce mot. Les sociétés secrètes donnent une force irrésistible au parti qui peut les invoquer. Ne craignez pas de les voir se diviser. Plus elles se diviseront, mieux ce sera. Toutes vont au même but par un chemin différent. Le secret sera souvent dévoilé, tant mieux. Il faut du secret pour donner de la sécurité aux membres, mais il faut une certaine transparence pour inspirer la crainte aux stationnaires. Quand un grand nombre d'associés recevant le mot d'ordre pour répandre une idée et en faire l'opinion publique pourront se concerter pour un moment, ils trouveront le vieil édifice percé de toutes parts et tombant comme par miracle au moindre souffle du progrès. Ils s'étonneront eux-mêmes de voir fuir devant la seule puissance de l'opinion des rois, les seigneurs, les riches, les prêtres, qui formaient la carcasse du vieil édifice social. Courage donc et persévérance. Fin de la citation. Ce qui prouve jusqu'à l'évidence l'affiliation de ces sociétés secondaires vis-à-vis de la maçonnerie, qui est comme leur mère à toutes, c'est que au paragraphe 3 des statuts de la Jeune Allemagne, publié par l'autorité judiciaire dans l'enquête relative au meurtre de Lessing, il est expressément défendu à tous et à chacun de ses membres de s'agréger à aucune société secrète en dehors de celle des francs-maçons. Il en est actuellement ainsi encore. Dans la grande loge à laquelle l'Assemblée nationale s'est livrée sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, M. de Sugny a pu constater que la franc-maçonnerie avait toujours fourni leurs cadres aux sociétés secrètes les plus avancées et leur état-major aux sociétés populaires qui sont dans sa dépendance. Voici ce qui se passe maintenant en France, notamment dans l'Est et le Sud-Est. Chaque ville, tant soit peu importante, a une loge maçonnique composée de bourgeois et qui est en relation avec le centre. Cette loge ne compte pas seulement des adhérents dans la ville où son siège est établi.
Elle a dans tous les bourgs et villages des affiliés recrutés principalement dans les professions qui mettent en rapport avec le public, médecins, notaires, vétérinaires, marchands. Elle admet aussi, mais en petit nombre, certains ouvriers que leur intelligence et leur fanatisme élèvent au-dessus de leurs camarades. À leur tour, ces affiliés sont dans chaque village, dans chaque commune, à la tête d'une association composée de paysans ou d'ouvriers sous forme de cercles, de chambrées, de sociétés chorales, qu'ils dirigent et qu'ils mettent au service de la loge, sans que leurs membres fassent directement partie de la maçonnerie. Suivant le tempérament des populations, leurs habitudes et le degré d'excitation politique, de véritables sociétés secrètes populaires se forment. Telle était l'Alliance républicaine de Saint-Étienne, la Charbonnerie de Die, qui ont été l'objet de procès en 1872 et 1873, et qui tombaient sous le coup de la loi à cause de l'affiliation formelle et des serments exigés. Des groupes de ce genre existent encore recrutés et affiliés à un centre directeur selon le même système secret. Ailleurs, les cercles et associations publiques donnent presque les mêmes résultats. Par un système comme par l'autre, on arrive à ceci, c'est que dans chaque village de certaines parties de la France, un seul individu est le meneur incontesté de toutes les élections. Souvent, rien dans sa situation sociale extérieure n'explique cette influence. La vérité est que son pouvoir repose sur quelqu'une de ces organisations. Alors, petite parenthèse, c'est totalement ce qui est illustré dans la série Les Compagnons de Bâle, dont je vous avais parlé il y a longtemps, qui est une série de l'ORTF, qui date de 1967 ou 68, et dans lequel un maire d'une commune de province, qui normalement n'aurait pas autant d'influence et de puissance, eh bien, il a une influence considérable. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi grand maître des compagnons de Bâle. Et en fait, c'est une bonne métaphore pour ce qui vient d'être lu là. C'est dire que le nom des compagnons de Bâle est exotique, mais ça pourrait bien représenter ce qu'on vient de lire. Fin de la parenthèse. L'ouvrage du père Deschamps démontre avec une abondance de preuves et une dialectique irrésistible l'identité absolue des doctrines de la franc-maçonnerie avec les principes du carbonarisme, du mazzinisme et de toutes les autres sociétés révolutionnaires militantes. Ces sectes n'ont fait que tirer les conséquences des prémices posées dans les loges. Cette classe de francs-maçons que Weishaupt et Mazzini rangeaient avec tant de raison dans la catégorie des imbéciles fait à perpétuité appel aux révolutions et elle entremêle l'exaltation de la violence la plus sanguinaire au rêve de la paix perpétuelle. Entre 1000 discours du même genre, nous citerons ces paroles d'un brave bourgeois de Bruxelles, le frère Metzbach, à la fête de la Lumière du 3 novembre 1866, dans la loge Les Amis de l'Union et du Progrès réunis. La Révolution de 1789 est un combat titanique qui a enseveli tous les préjugés du Moyen-Âge, combat qui a planté dans le cadavre du passé le drapeau de l'avenir, celui des droits de l'homme, combat qui a fait trembler les faibles et qui a vu naître des Hercules, combat horrible qui a ensanglanté le sol du monde et divinisé les pages de l'histoire, combat qui a élevé le peuple déshérité à la hauteur des têtes coupées par la guillotine, combat qui a été le premier jour et non le dernier de l'humanité. Ce baptême de sang était nécessaire alors. Demain, il n'y aura plus de guillotine. Les églises se changeront en écoles, les couvents en bibliothèques publiques, les sabres en charrues, chacun travaillera pour tous et tous pour chacun. Donc vous voyez, il y avait un prémisse de communisme. Peut-être grâce à Gracchus Brabeuf, je sais plus. S'il est nécessaire que le sang coule, il coulera, mais il arrosera le champ de l'avenir. La guerre disparaîtra pour toujours. Les champs de bataille se changeront en autels sur lesquels l'humanité brûlera son encens à la gloire de la liberté. C'est alors seulement qu'elle célébrera la vraie fête de la régénération de la lumière. Fin de la citation. Ce discours a reçu les honneurs d'une publicité exceptionnelle, tant il a excité l'admiration de la loge. Et c'est le ton habituel de ceux qu'on entend dans la maçonnerie. Quelle préparation pour les communes de l'avenir, quel public tout disposé à applaudir au plus grand crime ne forme pas incessamment la maçonnerie en paraissant ne faire que jouer à la fraternité. Nous devons maintenant nous demander s'il y a autre chose qu'une identité de doctrine et des communications personnelles entre les membres des diverses sectes, s'il y a réellement une unité de direction qui relie entre elles toutes les sociétés secrètes, y compris la franc-maçonnerie. Ici, nous touchons au point le plus mystérieux de l'action des sociétés secrètes, à celui qu'elles cachent le plus soigneusement derrière le voile de ces grands orients nationaux qui se déclarent indépendants les uns des autres, parfois même s'excommuniant. L'histoire des sectes, telle qu'on la trouvera, exposée dans le second livre, nous révèle l'existence dès le XVIe siècle, à l'époque du convent de Cologne, d'une organisation secrète
aboutissant à un patriarche unique, connu seulement d'un petit nombre de maîtres. Au XVIIIe siècle, l'ordre du Temple remplissait vis-à-vis des loges maçonniques le rôle d'ordre intérieur, de diriger les travaux des maçons ordinaires sans que ceux-ci s'en doutassent. C'est par son moyen que l'illuminisme parvint à dominer toutes les loges et tous les rites à la fin du siècle. Les hauts grades écossais servaient à cette époque de sanctuaire à cet ordre intérieur, et c'est pour cela qu'ils ont toujours été reconnus par les puissances maçonniques. Malgré les protestations de nombreux maçons, les grades symboliques, malgré même des schismes passagers. Mais les hauts grades ont perdu cette signification de nos jours, et ce n'est pas dans leur chapitre qu'il faut aller chercher le centre où se cache la direction suprême de la maçonnerie universelle. Cette direction a continué cependant à exister. On en peut voir la preuve dans la brusque évolution accomplie par la franc-maçonnerie quand elle a abandonné Napoléon Ier en 1808. Nous avons d'autre part des témoignages précis sur son existence à l'époque de la Restauration. Un écrivain maçonnique, dont on trouvera les propres paroles au livre 2, chapitre 8, paragraphe 5, attribue ce rôle à la continuation de l'ordre du Temple. Vers le même temps, la haute-vente romaine, dont le gouvernement de Grégoire XVI a saisi les correspondances, exerçait une suprématie incontestée sur les Carbonari, comme sur les loges maçonniques de France et d'Allemagne. Elle réussit même pendant un certain temps à imposer sa domination à Mazzini, jusqu'au jour où celui-ci se débarrassa de ses membres par les procédés sommaires dont il avait l'habitude. Un peu plus tard, le centre de direction se déplace, et comme nous l'apprend le frère Malapert, le mot d'ordre donné aux loges du monde entier part de Pétersbourg et de Berlin, et non plus de Paris. Elles deviennent vers 1840, ajoute-t-il, livrées au courant du pan-germanisme et du pan-slavisme. Fin de la citation. Alors, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur le pan-germanisme. Vous pouvez essayer de la rechercher si vous souhaitez, avec la fonction recherche de la chaîne YouTube. Un avocat saxon d'une rare vigueur d'esprit et d'une immense érudition, M. Eckert, qui a dévoué sa vie à dévoiler les mystères des sociétés secrètes et a mis au jour les documents les plus précieux sur leur action, est arrivé à la conclusion que l'ordre intérieur existait toujours et gouvernait souverainement la maçonnerie ou l'ordre extérieur. Je vais vous laisser là peut-être pour cette deuxième partie. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, je pense. Je vous dis à bientôt pour une troisième partie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, à bientôt.